Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin d'Abartou, la 5e édition se poursuit. Et là, nous sommes à Parakou. Parakou, la plus grande ville du Septentrion. Parakou, la vitrine du Septentrion. Nous sommes avec l'édite de Parakou. Nous allons parler de cette édition, la thématique agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire avec le maire de Parakou. Nous allons également aborder les actions que la mairie, avec à sa tête le maire Inoussa Zimé Chabi, a entreprise. Nous allons parler des actions du gouvernement à Parakou et nous allons parler des besoins de la population de Parakou. Merci de prendre ce rendez-vous avec nous, monsieur le maire. Merci de nous recevoir. Merci, c'est moi, monsieur le PDG. C'est un plaisir pour nous d'être toujours reçus. Cette année, vous pouvez le remarquer, je suis très bien et confortablement installé. Merci de nous offrir ces conditions d'entretien, monsieur le maire. Comme on le dit souvent, à chaque année, on en fait un peu plus. Et vous l'aurez remarqué à travers le cadre qui vous accueille ce soir, cela prouve que nous avons certainement une vision et une vision de développement pour cette cité. D'accord. Alors, je veux commencer par là, par cette vision, monsieur le maire. À quand l'hôtel de ville de Parakou? J'étais hier à Savais, j'ai été ébloui par ce qui a été construit là. Et je me dis, mais pourquoi les grandes villes telles que Parakou, telles que Cotonou, telles que Porte-Nouveau? C'est vrai, le maire de Porte-Nouveau nous a annoncé un hôtel de ville de plus de 7 milliards. À quand le tour de Parakou? Merci beaucoup. Vous aurez constaté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le maire de Porte-Nouveau vous a annoncé la construction de son hôtel de ville. Oui. Effectivement, nous sommes dans la même dynamique que Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou. Ce sont les 3 villes qui ont été choisies par le gouvernement pour construire des hôtels de ville dignes des villes à statut particulier. Bon, après, Calavi va s'ajouter, surtout qu'il n'y avait que seulement 3 villes à statut particulier. Donc c'est pour bientôt. Nous avons déjà identifié le lieu, le site qui va abriter la construction de notre hôtel de ville. Et je crois que nous-mêmes, on n'ira pas en deçà ou bien en dessous de 7 milliards, de ce qui va être fait à Porte-Nouveau. Et à Cotonou, je crois que le site a été déjà identifié et les travaux préliminaires ont commencé. C'est en face, comment dit-on, du siège de la vice-présidence. Je crois que c'est là Cotonou va être construit. Porte-Nouveau va être aussi construit à côté du lycée, je crois, le lycée Béanzin. Oui, à côté du lycée Béanzin. Et Parakou, c'est au niveau de la place Bioguera que nous allons construire en face de la cité administrative. Donc c'est pour bientôt et nous souhaitons que cela soit vraiment effectif. Alors, les populations de Parakou le souhaitent et nous, les habitants de Parakou également, nous le souhaitons vivement. Monsieur le maire, nous allons démarrer pour cet entretien. Veuillez nous présenter votre commune, la commune de Parakou. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Parce que dans votre introduction, vous avez parlé de cette commune-là, qui est la 3e commune à statut particulier, la plus grande métropole du Septentrion, donc du Nord Bénin, et qui représente en même temps le chef-lieu du département du Borgou. Notre commune, ce n'est pas une grande commune en termes de superficie. C'est une commune qui a une superficie de 441 km² et qui compte aujourd'hui une population diversifiée. La preuve, les gens ont quitté de partout des autres communes pour s'installer à Parakou. Et en plus de ça, les pays limitrophes ont leur population qui vivent à Parakou. Donc c'est une population cosmopolite. Et aujourd'hui, on peut évaluer cette population à près de 400 à 500 000 habitants. Parce que selon le recensement dernier, nous étions à environ 300 000 et aujourd'hui plus de 10 ans déjà. Donc on doit quand même avoisiner 500 000 habitants. Parakou est réputé donc par son rôle majeur dans le commerce. Vous savez, ce n'est pas une ville agricole, ce n'est pas une ville rurale, donc ce n'est pas une commune rurale.
Mais c'est plus une commune commerciale et par le passé, étant chef-lieu du département, c'est aussi une ville industrielle parce que la plupart des industries étaient installées à Parakou. À l'image de Coteb. Voilà, à l'image de Coteb, de la Sonapra, de la Cobemag. Il y avait plein. C'est vrai que beaucoup d'usines ont fermé aujourd'hui, mais Parakou a toujours gardé, comment dit-on ce nom-là, l'artisanat, l'industrie légère, ainsi que les activités de transport. Vous savez, c'était le nœud à Parakou parce que les rails s'arrêtaient à Parakou. Donc, c'est d'ici que le transport s'effectuait pour les pays de l'Interland, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est de Parakou que tout quittait. Donc, Parakou aussi est une ville de transport. Et Parakou est une ville aujourd'hui en plein essor. Quoi qu'on dise, malgré tout ce qui se dit, Parakou est en train de prendre le pas et engagé dans un programme ambitieux de développement urbain, avec des projets vraiment touchant les infrastructures, que ces infrastructures soient routières ou d'habitation ou scolaires. Et aussi, c'est une ville aujourd'hui qui est en train d'axer la plupart de ses plans d'action dans la gestion de son environnement. Et vous l'aurez constaté depuis aujourd'hui 1 an, Parakou a commencé par changer en termes de visage, en termes d'attractivité et en termes de propriété. D'accord. Parakou a commencé par changer sur tous les plans, comme vous le dites. Et il est important en même temps que nous abordions les actions que vous, maire de la commune de Parakou, avec votre conseil communal, vous avez déjà mené, si on veut faire le bilan des 4 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut retenir, quelles sont les grandes lignes, les grandes réalisations déjà à l'actif du conseil communal? Merci beaucoup. Et vous savez, au moment où nous étions en train de prendre les rênes de la mairie de Parakou, d'abord c'était une ville sous tension que nous avons pris. Absolument. Donc notre défi majeur c'était d'abord comment faire pour apaiser ce que c'est que Parakou, essayer de ramener toutes les populations à regarder dans la même direction, à se parler et à s'accepter. Ce que nous avons su faire pendant près d'1 an. Et vous aurez constaté qu'aujourd'hui, quand même, nous nous acceptions. À part ce premier défi, qui était le défi de paix, de cohésion sociale et autres, il y avait le renforcement de la gouvernance locale. Parce que nous, on a eu la chance de prendre les rênes de la mairie 1 an après que nous tombions dans une réforme qui n'existait pas, comme le nom l'indique, une réforme au niveau du secteur de la décentralisation. Donc, il fallait revoir les choses parce que la façon de faire a changé. Et comme défi, on avait aussi l'amélioration des infrastructures de base. Et quand on parle d'infrastructures de base aujourd'hui, c'est les routes, et Parakou en souffre terriblement. Hein. Et dans nos différents quartiers, la mobilité vraiment n'est pas fluide. Hein. La mobilité est difficile. Donc améliorer les infrastructures de base et assurer une gestion aussi du service public. Parce que quoi qu'on dise, la municipalité, c'est un service public. Comment faire pour satisfaire les populations? Comment faire pour éviter les grognes? Parce que plus les populations sont bien servies, elles seront satisfaites, moins elles se plaignent. Et en effet, la commune était aussi confrontée, comme je l'ai dit, au problème d'infrastructures scolaires. Je l'ai toujours martelé, tant que nous n'allons pas cesser, ou bien nous n'allons pas ralentir de faire des enfants, on n'aurait pas réglé le problème dans le secteur de l'éducation. Parce que plus les enfants naissent, plus on doit les envoyer à l'école et les besoins vont de façon croissante. Donc, insuffisance d'infrastructures, à certains endroits même insuffisance de salles de classe, dans les centres de santé, l'eau potable, l'énergie et le problème majeur, la mobilisation des ressources, parce qu'il faut mobiliser assez de ressources pour pouvoir régler, pour pouvoir investir dans les différents secteurs. Maintenant, vous avez parlé du bilan. C'est vrai, nous n'allons pas faire de façon globale le bilan des 4 ans, mais nous allons commencer par le bilan des dernières années, à savoir d'abord l'année qui vient de s'écouler et peut-être
de l'année 2023, parce que sinon, c'est une émission temporaire, c'est une émission qui est limitée dans le temps. Absolument. Donc, on ne peut pas tout dire ici, mais nous allons prendre secteur par secteur, commençant d'abord par l'éducation. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en phase introductive, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes dans un seul mandat. C'est clair. Nous avons eu des prédécesseurs qui ont impacté le secteur de l'éducation fortement. Oui. Je n'en ai pour preuve. Mon prédécesseur, je veux parler du maire Charles, a construit énormément dans certaines écoles et des constructions qui vont durer dans le temps. Oui. Parce que c'est ça qui est très important. Il ne faut pas faire un éternel recommencement. Et lorsque nous avons pris fonction, nous avons fait un état de lieu pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Et nous avons vu que dans le secteur de l'éducation, c'est tellement énorme. Donc, il fallait faire une priorisation. C'est-à-dire ne pas trop embrasser. Oui. On dit souvent qui trop embrasse, mal les traits. Oui. Donc, nous avons essayé de voir où est-ce que les problèmes sont criards. Et nous avons identifié ces lieux. Et petitement, nous avons commencé. Dans les écoles primaires, que ce soit à l'école primaire de Banikani 2, que ce soit au niveau de l'école maternelle de Guéma, que ce soit au niveau de l'école Ganon, de l'école Passagambou, de Gomboko. Chaque matin dans les grognes, c'était Gomboko, Gomboko, Gomboko. J'ai dû me déplacer moi-même, aller faire le constat et voir que réellement, depuis que cette école est créée jusqu'à ce jour, l'État, comme la municipalité, n'avait pas posé une pierre dans cette école. C'était les parents qui se sont cotisés pour faire des appartements, pour construire à la main, afin que les élèves puissent quand même trouver quelque part pour recevoir l'éducation. Nous avons tout fait pour que dans cette école-là, aujourd'hui, si vous allez, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes dans une école. Oui. C'est vrai que ce n'est pas encore terminé. Oui. Nous allons continuer. Les écoles que je viens de citer tout à l'heure, nous avons impacté ces écoles-là avec des modules de 3 classes, soit avec bureau-magasin ou des modules de classe simple. Nous avons équipé. Ça, c'est le primaire. Comme je l'ai dit, je ne vais pas tout citer. Oui. Au secondaire, parce que nous sommes une commune en statut particulier, nous avons compétence au primaire et dans le collège aussi. Oui. Donc, au secondaire aussi, nous avons essayé d'impacter. Et ainsi, si vous allez aujourd'hui au niveau du CEG de Guéma, le module phare que vous allez voir, le bâtiment phare que vous allez voir, c'est un bâtiment qui a été construit par la mairie de Parakou. Et pendant 2 années scolaires successives, nous avons impacté cette école-là. D'abord, en un rez-de-chaussée, 4 classes avec des blocs de latrines. Et cette année, nous avons fait le R+1, encore avec des blocs de latrines. Aujourd'hui, vous allez dans cette école, tout ce qu'il y a comme infrastructure, vous n'allez pas les voir si ce n'est que ce bâtiment-là. Et c'est ça qui reflète. Et on a construit le bâtiment-là semblable aux bâtiments coloniaux, du point de vue de la carrure, de l'architecture. Non, il faut y aller pour pouvoir apprécier. Il en est de même au collège Al-Barika. Exactement là-bas aussi, en R+1, ce que nous avons eu à faire. Et à l'école primaire Al-Barika aussi, parce que travaillant au CG Al-Barika, nous avons constaté qu'au niveau de l'école primaire, il y avait un besoin. Là aussi, nous avons construit. À l'école Montagne, à l'école Tourou, le centre, à l'école Wakodoro, à Titirou, à Nikiperou, nous avons impacté ces écoles-là avec des modules de classe. Maintenant, dans certaines écoles, il y a des modules de classe qui ont été érigés depuis des années, mais qui aujourd'hui ne présentent plus un aspect vraiment attrayant. Donc, nous avons aussi impacté en réfectionnant la réhabilitation. Ainsi, par exemple, à OCBN, à Domarou, à Badekparou, à Dakpararou, à Baka, nous avons impacté ces écoles-là. Et dans d'autres écoles, les salles de classe sont là, mais les mobiliers font défaut. Ainsi, de l'année dernière à cette année, c'est près de 900 tables bancs que nous avons fabriquées.
et que nous avons distribué dans ces écoles-là, que ce soit au primaire comme au collège. Et nous n'avons pas oublié aussi les enseignants, parce que si les apprenants sont assis, les enseignants aussi de temps à autre, ils ont besoin d'avoir du mobilier pour s'asseoir. Donc des tables, chaises pour les enseignants, on en a fabriqué aussi et on a distribué dans ces écoles-là. Alors, je sais ce que vous avez fait beaucoup, mais parlons encore d'autres secteurs comme l'éducation. Toujours dans le domaine de l'éducation, vous voyez, l'État a fait un effort pour que dans certaines écoles, les enfants aient un repas chaud. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? La contribution des parents pour les condiments, pour pouvoir quand même accompagner ces cantines-là, cette contribution-là fait aussi défaut. Il y a certains enfants qui n'ont pas les 25 francs qu'il faut donner de façon journalière. En conseil, nous avons décidé. Que faut-il faire? En ce moment, Parakou avait 25 écoles à cantine sur le total d'écoles que nous avons. Oui. Cette année, c'est passé à 35. Nous avons dit il faut quand même un coup de main à ces écoles-là, à cantine. D'abord, dans certaines, nous leur avons donné de l'eau. Parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas de l'eau courante. Et chaque apprenant était obligé d'apporter de l'eau de la maison. Et quelle est la qualité de chaque eau? On ne peut savoir. Oui. Donc, dans certaines écoles, on a tout fait pour avoir les connecter, soit à la SONEB ou faire des forages pour les écoles qui sont un peu éloignées du centre-ville pour avoir de l'eau. En plus de ça, pour les écoles à cantine, une contribution a été faite de 5 millions pour ces écoles-là afin que ces enfants qui n'ont pas la capacité de payer les 25 francs, qu'ils aient une prise en charge dans ce domaine-là et pouvoir manger comme les autres qui ont la capacité d'avoir. Dans le domaine de l'alphabétisation aussi, on a impacté avec la création et l'animation de 10 centres d'alphabétisation. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas lire et écrire leur langue. Et là où nous allons aujourd'hui, si vous ne savez pas écrire et lire dans votre langue, vous êtes aussi analphabète. Il ne faut pas, ce n'est pas seulement la langue étrangère qui constitue celle qui doit primer. Monsieur le maire, ça se comprend qu'il y a eu beaucoup de réalisations dans le domaine de la santé. Allons-y dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, nous avons constaté que les intrants manquent. Et quand on parle d'intrants, c'est du matériel, c'est des équipements. Nous avons tout fait pour fournir ces intrants-là et ces équipements dans certains centres de santé, surtout au niveau de nos arrondissements. Vous voyez, dans le centre communal de santé, qui est à côté derrière la police nationale, nous avons impacté ce centre, le centre de Kwebié, le centre de Tourou. Et comme si cela ne suffisait, nous avons dit qu'il faut aussi réhabiliter certains centres et peut-être même construire s'il le faut. Ainsi, dans le cadre de la réhabilitation, vous allez à la maternité ou au dispensaire de Ganon. Tout le dispensaire de Ganon, par exemple, a été réhabilité. Aujourd'hui, vous allez là, vous allez penser que c'est un nouveau centre qui a été construit. Vous allez à Madina, ce n'était pas bien sécurisé. La clôture est trou, nous avons repris et les lieux d'aisance, c'est-à-dire les toilettes et autres, nous avons repris au niveau de Madina. Il y a eu aussi l'acquisition des autoclaves électriques. C'est un matériel très important de travail dans le domaine de la santé. Nous avons mis à disposition du centre de Madina, du centre de Banikani, du centre de Kwebié et celui de Zongo. Voilà. Donc, dans le domaine de la santé, il y a 2 ans, on avait repris, on a construit un laboratoire au niveau du CIESCOM, donc le centre de santé communal, là, afin de permettre aux agents de santé d'avoir quand même un cadre propice pour le travail. Donc voilà ce que nous avons fait. On a parlé santé, on a parlé éducation. Maintenant, dans le secteur, d'abord dans le secteur de l'eau. De l'eau, d'accord. Vous savez très bien, avant le gouvernement de la rupture, Parakou avait problème d'eau. Absolument. Et il y a des saisons pendant lesquelles, même si vous voulez dormir avec votre épouse, déjà à partir de 5 heures, elle doit se réveiller, soit pour aller guetter s'il y a de l'eau au niveau du robinet ou aller à la recherche de l'eau. L'État a fait un effort avec une première phase de financement pour la réalisation des conduits et même la construction d'un centre de traitement d'eau et la réhabilitation de la station de pompage
au niveau de l'Opara. Oui. Ça nous a permis quand même de souffler un tout petit peu. Et au niveau de la commune, avec le partenariat que nous avons, c'est-à-dire Parakou-Orléans, nous avons constaté qu'il y a certains quartiers et villages périphériques de la ville de Parakou dans lesquels la SONEB n'a pas pu impacter. Oui. Donc, il fallait quand même impacter ces villages-là en leur apportant de l'eau. Et comme ça, nous avons eu à faire des forages de pompes à motricité humaine qu'aujourd'hui, nous sommes en train de transformer en des FPM. Donc, ce sont des installations qui permettent aux populations de ne plus utiliser la force physique pour avoir de l'eau avec des systèmes solaires pour leur permettre d'avoir de l'eau. Nous l'avons fait un peu partout. Et aujourd'hui, il y a encore des études qui se mènent, même au centre de la ville de Parakou, pour permettre à certains, parce qu'il y a certains qui n'ont pas la capacité de s'abonner à la SONEB. Alors, est-ce qu'il faut abandonner ces populations-là? Nous faisons un effort pour leur donner de l'eau. Nous avons aussi des installations qui aujourd'hui ont besoin de maintenance. Près de 11 forages de pompes à motricité humaine sont en train d'être réhabilités. Le diagnostic est déjà effectué. Donc, en matière d'eau aujourd'hui, Parakou a fait un grand bond. Et vous savez, récemment encore, nous avons bénéficié, par le gouvernement, de la deuxième phase d'extension de l'eau. Et actuellement, les travaux sont en cours, les connexions sont en train d'être réalisées. Et si cette deuxième phase finit, je crois que Parakou doit être au moins à une couverture de près de 80 ou à 85% en termes de fourniture d'eau. Donc, c'est un pas. Dans quel secteur encore? Dans le secteur de l'agriculture. C'est vrai que Parakou n'est pas une commune agricole. Nous allons revenir dans le secteur agricole, mais un secteur qui me tient à cœur, c'est le secteur des infrastructures routières. Oui. Ça crie beaucoup à Parakou. Même nous qui sommes à Parakou, on souffre énormément de la praticabilité ou de l'impraticabilité des routes. Oui. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? C'est vrai. Dans le secteur des infrastructures routières, on dit souvent, lorsqu'il y a affaire et que ce n'est pas terminé, c'est comme si rien n'est fait. Oui. Vous savez que Parakou a bénéficié de la première phase du projet asphaltage. Ça a changé un tout petit peu le visage de la ville de Parakou à travers certains quartiers, dont Dépôt, Zongo, Transa, Transa, Guéma, derrière le camp, c'est-à-dire Ladji Farani et autres. Mais Parakou compte 58 quartiers. Donc sur les 58 quartiers, c'est peut-être 4 à 5 quartiers qu'on a pu impacter, et même pas totalement. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et au niveau de la commune de Parakou, vu les moyens dont nous disposons localement, on ne peut que faire des reprofilages. Et les reprofilages, c'est pour une saison. Lorsque vous le faites et qu'il pleut une fois, 2 fois, 3 fois, ce sont des rues sans canalisation. Avec le relief que nous avons, quand il pleut abondamment, l'eau ramasse tout parce que pas de canalisation et cela dégrade encore les rues. L'année dernière seulement, nous avons pu faire quelques travaux d'ouverture parce qu'il y a des lotissements aussi qui ont été réalisés où les gens ont besoin de construire. Donc, il faut s'occuper aussi de ceux-là. Il y a eu au moins 5 km que nous avons pu ouvrir. Ça, c'est en termes d'ouverture de voies. Par rapport au reprofilage, on n'a pu faire que seulement 8 km. Et comme je l'ai dit, il faut le répéter chaque année. Sinon, c'est comme si rien n'est fait. Mais nous avons eu la chance d'avoir encore la deuxième phase de l'asphaltage qui a déjà démarré dans au moins 3 à 4 quartiers aujourd'hui. Et je crois qu'avec cette deuxième phase, nous allons encore impacter les populations et ces rues de ces quartiers-là seront vraiment très praticables. Mais ça ne peut pas régler, comme je viens de le dire, le problème. Nous bénéficions actuellement d'un autre projet d'assainissement qui nous permettra d'avoir maintenant des conduits d'eau, c'est-à-dire des collecteurs et des canalisations. Cela va réduire la dégradation poussée de nos rues. Parce que quand l'eau a son passage, au moins les rues sont plus ou moins
en forme. Voilà, épargné. Donc, ce projet-là qu'on appelle le PAPVS, les études sont actuellement en cours et les personnes qui seront impactées du point de vue du foncier, ceux-là seront dédommagés. Et nous croyons qu'en 2025, là, les travaux du PAPVS aussi vont démarrer. Et dans les travaux du PAPVS, il doit y avoir près de 7 ou 6 kilomètres, je crois, de route encore à construire, à paver et à bitumer. Donc, cela viendra s'ajouter à la deuxième phase de l'asphaltage qui est actuellement en cours. Cela permettra quand même de régler un peu les problèmes de mobilité dans la ville de Parakou. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Petit point que nous allons faire. On vous sent dans votre bain parce que c'est des réalisations que vous avez conduites en tant que maire. C'est des réalisations que vous avez faites et on sent que vous êtes vraiment dans le moule, dans le bain de votre exercice. Alors, monsieur le maire, il me plaît de vous rappeler que l'année passée, vous avez promis à la jeunesse de Parakou un lieu de distraction digne du nom. Dites-nous, qu'en est-il de ce projet? Comme vous venez de le dire, lorsque vous avez des idées de projet, il faut pouvoir faire la conception, il faut chercher les moyens et il faut le réaliser. Nous avons pris le temps de concevoir vraiment un projet que nous avons soumis à l'État et, comme on le dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous faisons chapeau au ministre des Finances qui a accepté nous accompagner et a accepté aider la ville de Parakou à avoir un centre de jeunes et de loisirs pour nos jeunes. Comme je l'ai annoncé, effectivement, l'année 2023, début 2024, on nous a mis à disposition un fonds de près de 300 millions pour le démarrage des travaux. Je suis allé pour dire Parakou, c'est une ville vraiment à statut particulier. C'est vrai que nous allons démarrer avec ces fonds-là, mais il nous faut plus que ça. Le ministre m'a promis et m'a dit à chaque exercice budgétaire que l'État va en faire un peu plus. Et c'est ce qui a été fait. En 2024 encore, nous avons eu 100 millions de francs. Donc un total de 400 millions. Actuellement, les études architecturales sont presque à la fin. Et le site a été déjà identifié et les travaux préliminaires ont commencé. Lorsque nous allons déposer et que ce sera validé au niveau du conseil, nous allons commencer avec les travaux. Sinon déjà, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons à disposition au moins 400 millions de francs. Et nous savons qu'en 2025, là, on doit pouvoir encore quelque chose. C'est un appel même que je lance au ministre des Finances et je crois que ça ne tombera pas dans les oreilles de sourds afin que nous puissions avoir quand même un cadre de distraction pour la jeunesse. Vous voyez, à Parakou, quand il doit y avoir des spectacles, quand il doit y avoir des manifestations, soit on fait recours à HECM, qui est un centre privé. Ou au CCF, ou bien c'est à la salle d'alphabétisation. Qui ne sont pas vraiment des cadres vraiment dédiés pour l'épanouissement de la jeunesse à Parakou. Donc voilà ce que je peux dire à travers cela. Et dans ce secteur-là, que ce soit la culture ou le tourisme, nous ne nous sommes pas arrêtés à là. Actuellement, nous sommes en train de faire les études pour les infrastructures sportives que nous avons à Amawuyon, un terrain qui avait été déjà clôturé, sécurisé par mon prédécesseur. Nous sommes en train de voir comment faire pour investir là et à Ganou, aussi sécurisé, pour que la jeunesse ait quand même un cadre. Et d'ailleurs, même au niveau de Ganou, le gouvernement a accepté à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports de nous construire un terrain. Là, comme c'est déjà sécurisé, un terrain omnisport où il y aura le terrain de foot, le terrain de hand, le terrain de basket, le terrain de volley. Et avec une piste d'athlétisme, tout gazonné. Donc ça va être fait avec du gazon synthétique. Il est différent du projet de stade dont les travaux ont démarré avant-hier. Différent, je dis bien différent de cela. Et toujours dans le même cadre, à travers les relations privées que nous avons eues avec certaines ONG, où
l'ambassade de France a accepté de nous accompagner encore. Nous avons construit un terrain de basket moderne aujourd'hui qui est fonctionnel au quartier d'Okparu-Est. Ah oui. Oui, Oui. récemment, il y a de cela au moins 3 mois. D'accord, félicitations monsieur le maire. Alors, vous avez parlé des actions que vous, en tant que maire, avec votre équipe municipale et le conseil communal municipal, vous avez menées. Et on va parler également des actions du gouvernement à Parakou. Dites-nous, qu'est-ce que Parakou a eu en termes de réalisation depuis quelques années? Effectivement, pour beaucoup, nous ne communiquons pas trop. Ça fait qu'on voit à des moments donnés des infrastructures qui poussent et on se pose la question. Savoir de quoi il s'agit. Bon, je ne sais pas si nous allons mettre ça dans la normocommunication. Oui. La normocommunication que nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas. Mais il faut vous dire que le gouvernement est en train d'impacter. Et vous savez que nous n'avons pas l'habitude de trop parler. Et quand le gouvernement veut réaliser des trucs, il ne procède pas d'abord à la pose des pierres. Non. Et c'est à travers ces gestes-là que les populations se rendent compte, ont l'information. On ne le fait pas. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui entre à Parakou, du côté sud de Parakou, de l'entrée sud de Parakou, au quartier Beyerou, vous allez voir plusieurs hectares avec des constructions modernes qui sont en cours. Ça, c'est par exemple un projet dont on ignore... voilà, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce qui se fait là. Oui. On a vu des bitumes déjà, des bitumes, on a vu des bâtiments. On a d'abord procédé en 2023 à la viabilisation du site. Oui. La viabilisation, c'est quoi? Tout ce qui concerne l'électricité, l'eau, et de façon moderne comme en Europe. Si vous regardez en l'air, vous ne verrez pas des poteaux électriques. Non, non, non. Vous regardez en l'air, vous ne verrez pas des fils téléphoniques. Tout a été fait au niveau du sol. L'électrification, c'est au sol. L'eau, c'est au sol. Les connexions Internet et autres, tout ça là, c'est au sol. Et maintenant, on a fait le terrassement, les canalisations. Là où l'eau va circuler et tout, on a tout fait. On a fait le bitume. Vous voyez le goudron partout. Donc, toutes les rues sont tracées, goudronnées et autres. Et c'est après cela, maintenant, que les bâtiments ont commencé par pousser. Il y aura des logements, je crois qu'il doit y avoir 111 logements pour les forces armées. Okay. Et le reste, ce sont des logements sociaux. D'accord. Destinés à tout le monde. À tout le monde. Mais les 101, ça c'est pour l'armée. D'accord. Donc c'est ça qui est en train d'être fait à Parakou. Donc c'est les logements sociaux. Ce sont les logements sociaux. D'accord. C'est fait à Parakou, c'est fait à Porto-Nouveau, c'est fait à Ouida, je crois. Il semble... quelques villes quand même ont été choisies pour bénéficier de cela. Là, c'est dans le cadre des logements. D'accord. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Oui. L'asphaltage. Nous avons eu la phase A. Oui. Actuellement, nous sommes à la phase B. C'est toujours sur le territoire de Parakou que cela se réalise. Pour la petite histoire, pour la phase B, et après que vous ayez fait le lancement des travaux au quartier Amamouillon, au Baoué, on a remarqué qu'il n'y avait pas de mouvement. Donc nous avons, la rédaction du groupe de presse d'Abaro a adressé une correspondance au ministre de cadre de vie pour chercher à comprendre ce qui se passe. Alors, on nous a orienté vers la CIRAT. On a été reçus et on nous a fait savoir que les travaux, effectivement, sont en cours. Rien n'a été abandonné. On a échangé avec les directeurs techniques qui nous ont dit ce qu'il y a à faire, qui nous ont rassuré de ce que... Oui, souvent nous l'avons remarqué les populations ne comprennent souvent parce que, et elles ont raison. Oui. On a besoin de route. Oui. Si on n'a pas la route, c'est qu'on nous annonce. Si on n'a pas la route, tant qu'on ne voit pas le budget, c'est que rien n'est fait. Mais il faut dire qu'à travers ce que nous voyons là, il y a des travaux qui s'effectuent en amont. Oui, c'est ce qui nous a été expliqué. Et il y a aussi des études qui suivent. Oui. Et à travers ces études-là, avant que les travaux réellement ne débarquent, comme ce qui a démarré au niveau de Banikani et actuellement sur la route Rond-Point Papini vers Dokparu-Est, les plans d'exécution de ces travaux-là doivent être validés d'abord. Et quand ces plans d'exécution ne sont pas validés, même s'ils veulent commencer, ils ne peuvent pas démarrer.
Donc c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure que les plans d'exécution des rues sont validés, alors ces rues-là, les travaux démarrent, et ces rues-là sont prises en charge. Au fait, c'est ce qui se passe. Et aussi, quand vous allez au niveau de leur base, ça travaille là-bas. Ça travaille parce que vous aurez constaté qu'aujourd'hui, les canalisations ne se font pas sur place là, sont préfabriquées. Donc, c'est ce qui se passe au niveau du siège. Aujourd'hui, vous allez là, vous allez voir, les pavés qu'on va poser sont en train d'être préfabriqués. Ce n'est pas sur les lieux là que ça va être fabriqué. Absolument. Ça fait que les populations, quand elles ne voient pas tout ça, elles pensent que les travaux sont... Rien ne se fait. Voilà. Donc, le projet asphaltage phase A, phase B, la phase B est en cours. Oui. J'ai parlé des logements à Beyarou. Oui. Vous connaissez le domicile du préfet? Bien sûr. Est-ce que vous voyez ce qui est en train d'être érigé? Les tours administratives. Les tours administratives. Oui. Tout ça, ce sont des œuvres du gouvernement. D'accord. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe par là va se poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que nous n'avons pas communiqué au-dessus. C'est vrai qu'au niveau du sommet, de temps à autre, on envoie des images, on envoie, comment est-ce que vous appelez ça au niveau de la presse? Des images aériennes. Aériennes pour montrer qu'il y a des choses qui se font, mais la population lambda à des moments donnés. Cela m'amène à vous parler d'un projet que vous savez qui me tient à cœur pour avoir insisté plusieurs fois là-dessus, le marché de Parakou. De Parakou, oui. On a vu des marchés, on était à Cotonou. Je sais que sur ce marché, vous avez tellement écrit que j'étais obligé de vous faire appel le jour où le ministre est arrivé pour que vous puissiez constater de visu que les gens étaient en train de travailler, le chantier était en train... Comme vous l'avez dit, voilà. Quand les travaux évoluent, vous n'informez pas. Et non seulement ça, on a déjà vu d'autres communes ayant réceptionné leur marché. On a vu à Natitengo, on a vu à Cotonou et à Glazou et autres. Pour Parakou, cela ne saurait durer. Oui. Dans cette année, peut-être d'ici 2 à 3 mois, on va nous libérer notre marché. C'est pratiquement terminé aujourd'hui. Et il ne reste que seulement que... Et je crois que vous avez écouté la directrice de l'ANAGEM qui a cité les villes qui vont la recevoir. Et Parakou est parmi ces villes-là, en fait partie. Donc d'ici à là, voilà encore un autre chantier du gouvernement. Vous voyez le réseau de densification de la SONEB, et aussi de la SBE. Aujourd'hui à Parakou, près de 12 à 16 quartiers ont été pris en compte pour la densification de l'énergie électrique. Qui se font partout, on creuse partout, ça c'est au niveau de l'eau. De l'électricité aussi, ça vient. Et en 2025, début 2026, il y aura beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas la liste ici, je ne veux pas citer certains quartiers et que après ces quartiers-là ne soient pas... Donc il vaut mieux, je peux vous donner après la liste, vous allez voir, il y a beaucoup de... Je sais que mon quartier fait partie. Dopar-Ouest va être pris en compte, que les gens appellent de façon vulgaire, c'est concerné. Le quartier par exemple qu'on appelle Koroboro est concerné. Il y a... Bon, je vais m'en arrêter là, parce que si je cite et que certains ne vont pas attendre leur quartier, ils seront jaloux. Et il y a un grand projet qui a été déjà finalisé que beaucoup ne connaissent pas. C'est à Gouné. C'est le centre, la station de traitement de boue de vidange. C'est une grande station et je suis en train de faire un programme pour amener la presse, pour que vous puissiez voir, ce qui se fait là, prendre les images et venir informer les populations. Si vous voyez l'investissement qui a eu lieu à cet endroit-là, tout ça là, c'est dans le cadre de l'assainissement. Tout ce que nous avons comme latrines et autres, tout ce que nous avons comme fosse septique, lorsqu'on va vider tout, où est-ce qu'on va traiter cela? C'est pour ça que c'est construit. Ça a été construit à Parakou, à Semekoji et à Calavi. Et la SGDS va prendre en main cette station de traitement de boue de vidange. Ça fait bien de parler de la SGDS parce que je veux en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que vous m'avez interpellé plusieurs fois. Aujourd'hui, Monsieur le maire, Parakou est sale. Et je vous ai toujours dit, ça ne saurait durer. Oui, Parakou est propre aujourd'hui. C'était comme si... Et je peux le témoigner. Bon, c'était comme si c'est un langage politique. À chaque fois, ça va se faire, ça va se faire. Et comme je le dis, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si cette société est aujourd'hui à Parakou, c'est la volonté du chef de l'État.
Je vous l'ai déjà et dit. certainement que nous aussi, les cris de cœur des populations, vous ont mis la pression pour que vous puissiez mettre aussi la pression au chef de l'État. Au niveau du chef de l'État. Voilà. Parce que ça semble être une exception. Parakou n'était pas normalement. Parakou n'était pas parce que c'était le Grand Locaux seulement Donc c'est à votre qui bénéficiait également, de cette société. Oui. J'ai posé le problème. Il m'a dit, ah bon, c'est vrai? Ok, on verra. Bon, moi-même, j'ai pensé que c'était une promesse. Mais un jour, on m'appelle, on me demande mes références, on me demande mes pièces. C'est pourquoi? On me dit que je suis membre du conseil d'administration et que la SGDS change maintenant, au lieu d'être SGDS Grand Locaux, elle devient SGDS Salle. Donc, elle va intervenir dans le Septentrion et à Parakou. Bon, c'était un rêve jusqu'au jour où j'ai commencé par siéger et j'ai vu tout ce qui est prévu pour la ville de Parakou. Le 1er août, on m'a dit, bon, on viendra faire un test. Et tout le matériel est venu. On nous a accompagnés pour préparer le 1er août. On était vraiment hébétés avec le travail qui se fait. Et aujourd'hui, elle est installée. Elle a un siège à Parakou. C'est vrai, la construction se poursuit, mais tout le matériel est en train d'être installé. Et le travail se fait sur le terrain. Aujourd'hui, on est fiers de circuler dans la ville de Parakou. Et même les étrangers. Récemment, j'ai reçu des Français qui sont venus ici, mais qui étaient là il y a 10 ans. Lorsqu'ils sont venus, la première des choses qu'ils m'ont dit, monsieur le maire, félicitations. Votre ville est propre. Votre ville est propre. Plus propre que Paris. Ils me l'ont dit ouvertement. Et effectivement, je suis allé à Paris. Comparé à Parakou, en termes de propriété, c'est vrai. C'est au centre-ville que la société travaille. Et c'est sur les rues bitumées qu'elle travaille. Il y a encore des quartiers périphériques. Mais par rapport au centre-ville, on n'a rien à envier à cette grande ville. Voilà. Alors, si Parakou n'a rien à envier à cette grande ville par rapport à la propriété, Parakou doit pouvoir envier certaines villes par rapport à l'éclairage public. Oui. Monsieur le maire, Parakou est noir. C'est vrai. La traversée et le contournement de Parakou, aucune ampoule ne marche. Plusieurs ampoules ne marchent plus. Et la route qui va vers l'aéroport de Tourou également, les lampadaires ne s'allument pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous dites que les lampadaires, sinon les lampes solaires ont commencé par perdre leur éclat, vous avez encore apprécié, vous avez dit que ça s'allume. Mais c'est pas clair. Mais c'est pas clair. Il vaut mieux dire carrément que ça ne s'allume pas. Beaucoup ne s'allument pas. Beaucoup ne s'allument pas. C'est effectif parce que moi-même, il m'arrive de rentrer, même si c'est à 20h, 21h, de rentrer à la maison, de déposer le véhicule de fonction, de prendre mon véhicule personnel et de circuler à travers la ville. J'ai eu déjà beaucoup d'accrochages, même avec des forces de l'ordre qui, à des moments donnés, ne savent pas que c'est moi. On m'arrête pour avoir des trucs. On me dit, ah non, vous ne pouvez pas rouler pour votre sécurité, vous ne pouvez pas rouler seul. Je dis non. Si je n'étais pas seul, si j'étais avec le véhicule de fonction, vous ne m'aurez pas arrêté et je n'aurais pas vu le travail que vous êtes en train de mener. C'est vrai. Cela est dû, d'une part, à notre incivisme. Oui, surtout sur l'axe de la forêt. Lorsque vous voyez l'axe du contournement, la plupart des lampes qui ne s'allument plus, c'est dû à l'humain. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont permis soit d'aller enlever les batteries ou d'aller enlever les panneaux. Oui, effectivement. Et là encore, c'est dû à l'humain parce que du point de vue sécuritaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Sinon, à l'intérieur de la ville, on ne peut quand même pas poser ces actes-là sans que personne ne voit. Et aussi, si ça se passe comme ça et qu'on n'arrive pas à mettre la main, ça veut dire que tout le monde est complice. Absolument. Et nous avons cela dans notre mentalité d'Africains et de Béninois, Paraquois de façon précise, ce qui ne m'appartient pas moi-même là. Même si je vois qu'on est en train de vandaliser cela, on dit qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui me concerne si je vois qu'on est en train de vandaliser des lampadaires quelque part et je vois la personne, je me tais. Lorsque l'endroit sera sombre, peut-être qu'un jour, c'est à cet endroit sombre là qu'on va me braquer. Absolument. Parce que je me suis tu, je n'ai pas dénoncé
alors moi-même là, je serai victime un jour. Bien sûr. Donc c'est pourquoi il faut pouvoir dénoncer. Vous voyez, du carrefour Mathieu Kérékou jusqu'au carrefour Hubert Maga, aucune des lampes aujourd'hui n'est fonctionnelle. Les batteries sont parties. Et comme si cela ne suffisait, ils ont même eu le temps de s'asseoir et de cisailler un poteau, le poteau sans que personne ne les voit. Je me demande comment ça se fait. Ça se fait, comment ça s'est passé. Maintenant, pour les autres lampes qui ont encore leur batterie, qui ont encore les panneaux, mais qui ne s'allument pas, c'est un problème d'expertise. Ok. Vous savez, ceux qui ont fait les travaux, c'est ceux qui ont fait la construction de la route, c'est-à-dire du contournement. Ce sont les Chinois qui avaient réalisé les travaux. Oui. Et par rapport à la compétence, à l'expertise, ils n'ont pas fait cette transmission-là avant de partir. Oui. Il y a beaucoup qui sont là qu'on peut dépanner, mais le problème d'expertise se pose. On a lancé plusieurs fois des marchés qui ont été infructueux. Dans ce sens. Dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Récemment, j'étais obligé de dire, ou bien nous-mêmes là, avec ceux que nous avons comme électriciens, on va changer les batteries pour voir si ça va marcher. On m'a dit, ce n'est pas les mêmes batteries qu'avec les batteries que les gens utilisent. Donc ce problème-là existe par rapport à l'éclairage solaire. Nous n'avons pas la compétence. Il en est de même pour les feux que vous voyez là. Oui, les feux. Les feux tricolores que vous voyez. Parce que certaines de ces feux-là, vous aurez constaté que récemment, lorsqu'on veut mettre en place des feux, on était obligé de faire le retour en arrière et d'aller commander des feux conventionnels qui marchent avec l'énergie conventionnelle. Au niveau du carrefour de la douane, au niveau du carrefour imprimerie Da Silva. Vous avez vu ce qu'on a mis. Est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas? Ça marche parce que c'est avec l'énergie conventionnelle. On aurait peut-être implanté 2 ans, 3 ans, 4 ans après, le problème va encore se poser. Actuellement, nous sommes en train de faire la cour aux Chinois qui ont commencé les travaux. Et il faut aussi dire que la technologie a évolué. Les lampadaires solaires qu'on installe aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ces lampadaires qu'on a installés parce qu'ils ont constaté qu'eux-mêmes avaient des défauts. Il y avait des défauts et en plus de ça, facilement, on pouvait voler. Vous allez voir sur les rues asphaltées, les lampadaires solaires qu'on a installés, ce sont des batteries non seulement incorporées, mais codées. Même si vous enlevez, ça ne vous servira à rien. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train d'entrevoir. D'accord. Bien, maintenant, par rapport aux lampes conventionnelles, dans beaucoup de quartiers, c'est vrai que l'État nous a donné près de 1000 et quelques lampadaires à changer à travers un projet. Le projet actuellement est toujours en cours parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore livré les travaux, on n'a pas réceptionné. Vous allez constater même qu'il y a des lampadaires qui s'allument 24 heures sur 24 heures parce que les coffrets n'ont pas été installés jusqu'à ce jour-là pour pouvoir réguler l'allumage et comment dit-on, l'extinction. Donc ça c'est en cours. Mais au niveau de la mairie, nous-mêmes nous avons dit les 1000 là ne peuvent pas couvrir tout le territoire de Parakou à travers le besoin que nous avons. Et nous-mêmes nous avons dans notre budget commandé tout ce qu'il y a comme matériel électrique pour la maintenance des lampadaires conventionnels. C'est arrivé, nous avons réceptionné. C'est là. Le petit problème que nous avons aujourd'hui, c'est administratif. Pour faire sortir aujourd'hui une aiguille, il faut tout un circuit. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, ça tarde. Sinon, tout le matériel est arrivé et est réceptionné. Nous allons commencer les travaux d'ici à là. On ne voulait pas... Parce que, qu'est-ce qu'on s'est dit? Vous irez intervenir sur une lampe tout à l'heure et que les gens du projet aillent. Et quand ils enlèvent, ils ne vous remettent pas. Et qu'ils aillent enlever et qu'ils replacent une lampe neuve. Et vous n'aurez plus le reste. C'est pourquoi on a retardé un peu pour voir eux ils finissent avant que nous on comble le reste. Sinon, par rapport à l'éclairage public, voilà ce que je peux dire. Et aussi, nous avons relancé le marché par rapport à l'entretien des feux tricolores pour vraiment que cela puisse être fonctionnel. Et vous allez constater que dans nos grandes villes, Parakou, Cotonou, Porto-Nouveau,
là où nous avons de ces pareils feux tricolores, c'est-à-dire solaires, partout nous avons des problèmes. Il y a ce problème. Je sais que quand vous prenez pas Porte-Novo, à Porte-Novo, il y a un feu qui est tout sur 63. Bon, donc c'est comme ça. La technologie, bon, c'est vrai, on veut aller un peu plus vite, mais ça a ses implications et ses inconvénients. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. J'avoue que nous avons égrené tout le temps qui était imparti à cette émission et nous allons aller très vite. La thématique de cette édition, c'est agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. On pourrait dire que Parakou n'est pas concerné par cette thématique parce que vous l'avez dit, Parakou est une ville, une cité urbaine et c'est des activités économiques qui se mènent beaucoup plus. Dites-nous, malgré ça, est-ce que Parakou n'est pas impacté par le changement climatique? Bon, quand on parle de changement climatique, aujourd'hui nous parlons de la globalisation. Oui. Le monde, c'est, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le monde est réduit aujourd'hui en un tout. Oui. C'est-à-dire, ce que vous faites ici tout à l'heure, ça va impacter celui qui est aux États-Unis, et ainsi de suite. Le changement climatique impacte aussi la ville de Parakou. Oui. C'est vrai que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une commune rurale, nous ne sommes pas une commune agricole, mais allez-y, tout autour de Parakou, nous avons des bas-fonds. Bien sûr. Il y a des bas-fonds dans lesquels, auparavant, l'eau ne finissait jamais. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de faire des forages pour avoir de l'eau. Ça veut dire que le changement climatique est en train d'impacter. Oui. Et par rapport à la qualité de ce que nous consommons aussi aujourd'hui, ce n'est plus comme auparavant. Oui. Avant, les gens pouvaient planter de la salade, des choux, des carottes, sans mettre des intrants. Oui. Et vous aurez la qualité que vous voulez récolter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont obligés de mettre des intrants, des pesticides et tout que nous consommons. Et ça a des répercussions sur l'organisme, sur notre santé. Oui. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas impactés. Et aussi, les communes rurales qui nous entourent, où le producteur, avant, quand il produit 1 hectare de maïs, il peut avoir peut-être 14 à 20 sacs. Aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a 5 à 10 sacs. Oui. Et c'est quand il va même mettre des intrants qu'il peut l'avoir. Ça veut dire que le changement... Or, moins il produit, plus ce serait cher à Parakou. Absolument. Donc, ça nous impacte aussi. Oui. Alors, nous essayons aujourd'hui de procéder, comment dit-on, à la sensibilisation. Même ceux qui font de l'agriculture familiale, nous leur disons comment faut-il procéder. Aujourd'hui, vous voyez, à travers la ville, nous avons commencé par faire le reboisement. Le changement climatique aussi passe par là. Aujourd'hui, nous avons totalement détruit tout ce qu'il y a comme arbre pour en faire des meubles, pour en faire du charbon, pour en faire du bois de feu. Alors que nous ne renouvelons pas. Et c'est dans ce cadre-là que, au niveau de la politique communautaire à Parakou, nous avons commencé par mettre des forêts communautaires parce que nous pensons à l'avenir, nous pensons à nos enfants. Et si nous ne plantons pas aujourd'hui, ces enfants vont souffrir demain. Vous allez à Baka, vous allez trouver notre forêt communautaire. Vous allez à Nigipérou, vous allez trouver... Et dans les villes du Bénin, vous n'allez pas trouver cette forêt que nous avons au beau milieu de la ville de Parakou. Et nous avons tout fait pour que cette forêt-là, pour la sauvegarder. Parce que c'est un poumon. C'est un poumon. Et cette forêt-là absorbe tout ce qu'il y a comme gaz de CO2, production de CO2 dans la ville de Parakou. Et nous encourageons cela. Nous demandons à nos populations, que ce soit baptême, mariage ou même divorce, de planter. Pour les divorces aussi. Oui, même pour les divorces. Ah, c'est le jour où on a divorcé avec madame que j'ai planté. Voilà ce que c'est devenu 10 ans après. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc voilà, en matière de changement climatique, cela n'épargne personne. Et cela dépendra aussi de nos comportements individuels pour que les générations futures soient vraiment dans un cadre quand même vivable. D'accord. Monsieur le maire, nous avons parlé de vos actions, des actions du gouvernement. C'est sûr que les populations de Parakou ont encore des besoins. Quelles sont les attentes des populations de Parakou vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui? D'abord, à Parakou, même hier, j'ai suivi une émission dans un organe de presse à travers aussi les appels et autres. Oui. J'entendais ceux qui étaient sur le plateau dire que les politiques ne s'occupent que d'eux-mêmes.
Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un quartier et que vous n'avez pas un homme politique influent, la mairie n'investit pas. Dans votre quartier? Non. Lorsque vous êtes élu et que vous avez à charge la commune, vous devez être impartial. Et par rapport aux réalisations, vous devez faire des réalisations qui vont impacter toute la population. Parce que c'est vrai que vous avez un électorat, mais si vous êtes déjà élu, vous êtes élu pour la communauté, pour tout le monde. Et c'est dans cette dynamique-là que je ne fais pas du 2 poids, 2 mesures. Seulement que nous nous attardons aux priorités. Les populations de Parakou aujourd'hui, leur grande difficulté, ce sont les routes. On a bénéficié de la phase B. Nous allons bénéficier encore de la phase C. Peut-être même de la phase D. Parce que ce qui a démarré, que ce soit ce régime ou le régime qui viendra, ils seront obligés de continuer dans la dynamique parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas mauvais. Que c'est bon. Que c'est bon. Et ce qui est bon, on ne change pas. Oui. On peut améliorer. Donc, en matière de route, ça va continuer. On peut ne pas finir parce que même à Cotonou, aujourd'hui, malgré tout ce qui se fait, il y a des endroits où il y a encore des besoins. Oui. Donc, ce n'est pas Parakou qui dira que peut-être en 10 ans, en 15 ans, on aurait fini de régler. Et au niveau de la municipalité de Parakou, nous avons dit que nous allons changer le fusil d'épaule. Au lieu de continuer par gratter, nous allons faire maintenant des sélections de rues. On va faire des canalisations. Se concentrer. Même si c'est une seule rue qui sera faite, on va faire les canalisations, on va recharger. Si on a les moyens, on mettra les pavés. Oui. Même si on ne peut pas mettre de bitume. Oui. C'est ce que nous avons décidé de faire. Ça, c'est une priorité. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des zones, des quartiers périphériques. J'ai entendu parler dans cette émission d'un quartier qu'on appelle Gorobani. Oui, Gorobani. On a dit c'est un beau quartier. Il y a certains qui ne vont même plus chercher femme là-bas parce qu'il fait noir. J'ai dit bon, j'écoute. Et je vais peut-être prendre des dispositions pour permettre aux gens pour illuminer le quartier, afin que les filles puissent avoir de mari. Qu'on ne dise pas que c'est le maire qui a empêché que les gens aillent chercher des femmes là-bas. Donc, nous allons tout faire. Mais que les populations sachent qu'en matière d'infrastructure d'électrification, ce n'est pas la mairie. Oui, ce n'est pas du ressort. C'est pas du ressort de la mairie. Oui. C'est vrai. J'ai entendu dans l'émission que des gens ont détourné le projet de ce quartier-là pour amener à un autre quartier parce qu'ils n'ont pas d'hommes politiques. Ils n'ont qu'à savoir que depuis que la rupture est venue, ça là c'est terminé, ça ne se fait pas. Ah oui. J'ai été à une rencontre avec celui qui avait été choisi, M. Dahomey, qui était au palais de la République, qui s'occupait de l'énergie électrique. Oui. À un moment donné, on était à une rencontre à la préfecture lorsque j'ai dit, mais lorsque vous voulez envoyer des projets dans les quartiers ou bien dans les communes, associer les élus, on dit non, on ne fait pas de la politique avec ça. Ah oui. Que la personne soit votre électeur ou pas, elle a besoin de l'énergie électrique. Que la personne soit de l'opposition ou de la mouvance, elle a besoin de l'énergie électrique. Ce n'est pas parce que c'est là-bas qu'on a voté pour vous que vous irez électrifier là. Ça ne se passera pas parce que tous les Béninois ont besoin d'énergie électrique. Ah oui. Alors, si c'est comme ça, comment peut-on détourner un projet et amener dans un autre quartier? Non, ce n'est pas possible. Que les gens, quand on parle d'un passé, voilà des passés que nous pouvons éviter. Moi, je ne veux pas. C'est un passé honteux? Non, je ne parlerai pas de passé honteux, mais il y a quand même des choses qu'il faut améliorer. Et que les gens ont commencé par améliorer et qu'on ne retourne plus en arrière. Donc, dans ce cas-là, l'énergie électrique, il en faut dans les quartiers périphériques. Et je crois que d'ici à là, on va régler le problème. De l'eau, c'est vrai qu'on a eu la phase B de l'extension. Les gens ont encore besoin de l'eau. Il y a des quartiers. Vous allez par exemple à Tourou-Mono. À Tourou-Mono aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Et c'est un quartier de Parakou. Vous voyez, l'arrondissement le plus vaste, c'est le premier arrondissement. Il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de villages qui ne sont pas électrifiés et qui n'ont pas d'eau. Donc, voilà les besoins. Alors, celui qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, les routes, n'en parlons pas. Donc, voilà les priorités. Si Parakou arrive à régler ces 3 priorités-là, le reste,
va suivre. va suivre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour cette édition de Bénin d'Abartour, nous avons un partenaire, le groupe KDK, que vous connaissez certainement, correctement, avec la FEM à Pessou, l'université et le lycée agricole à Parakou. Alors, dans le partenariat qui nous lie, le groupe KDK a voulu que toutes les communes que nous allons traverser, qui vont nous recevoir, soient dotées de demi-bourses de formation pour le lycée agricole et l'université agricole. Alors, tout à l'heure, après l'émission, vous allez recevoir vos 2 demi-bourses, une pour l'université et l'autre pour le lycée agricole. Dites-nous, vous qui connaissez très bien KDK, vous connaissez très bien le promoteur, l'honorable Charles Tokor, quelles sont vos impressions par rapport à ce geste qu'il fait à l'endroit de la commune de Parakou? Bon, je ne dirais pas à l'endroit de la commune de Parakou, mais je dirais à l'endroit de parcourir les 77 communes du Bénin. Absolument. Et au niveau de chaque commune, il a tout fait pour que les apprenants comme les étudiants puissent avoir des bourses. Ça veut dire que ça concerne tout le pays. Oui. Je ne sais quoi dire parce que c'est un visionnaire et quand vous l'écoutez, quand vous échangez avec lui, il voit très loin. Il voit très loin, mais il est souvent incompris aussi. Oui. Il est souvent incompris et par rapport à cette initiative, depuis que l'initiative a commencé, je suis au courant avec d'abord l'installation du lycée technique agricole, Oui. dont l'inauguration a eu lieu, il semble, il y a 2 ans aujourd'hui. Oui. J'y étais. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Oui. Il faut encourager parce que hier, on a pensé que celui qui va au champ, c'est celui qui avait échoué. Oui. Mais c'est aujourd'hui que nous avons commencé par comprendre que ceux qui ont accepté en son temps aller dans ces lycées agricoles, ils sont mieux aujourd'hui que nous qui avions été à l'école pour savoir lire et écrire et parler le beau français. Ah oui. Lorsque vous finissez, vous êtes champion en j'ai l'honneur. Alors que l'autre, quand il finit, il s'auto-emploie, il s'installe et tout. Et je vous livre un secret, aucun de mes enfants n'est allé dans l'enseignement long. Ah oui. Après le BPC ou le bac, je l'oriente vers l'enseignement technique, vers une formation technique et professionnelle. Ah oui. Parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu pour être à ce niveau-là. Donc, eux, ils peuvent en profiter parce qu'au moins, ils ont quelqu'un qui a vécu et qui sait comment les choses se passent. Merci beaucoup donc aux promoteurs de cette université, de cette FEM et de ce lycée. Nous allons jouer notre partition pour que réellement, d'ici 5 ans, 10 ans, qu'on puisse dire quelqu'un a vécu, quelqu'un a eu une vision et qu'il y a eu des gens qui l'ont accompagné. Qu'ils sachent que nous sommes derrière, nous suivons ce qui se fait et nous allons jouer notre partition pour que cela vraiment soit quelque chose de national. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, je tiens à remercier. À remercier et à féliciter quelqu'un. Je vais peut-être paraphraser un de mes collègues que j'ai écouté et qui est encore mon président de l'association des maires du Bénin, qui disait que si le président de la République, son Excellence le président Talon, n'avait pas existé, il fallait le créer. J'ai suivi, c'est quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est vrai que nous avons commencé la politique, mais nous n'avons pas eu l'opportunité d'aller à un niveau de gestion donné. Mais ceux que nous avons connus, et ceux que nous avons suivis, et ceux que nous avons vus comme leaders, le chef de l'État actuel est parmi les hommes politiques qui ne mentent pas. Ce qui est rare. Ce qui est rare. Si je dis il est parmi les hommes politiques qui ne mentent pas, quand le chef de l'État dit quelque chose, c'est qu'il a mûri la chose avant de la prononcer. Et quand il le dit, ça peut tarder. Sachez qu'il est en train de cuisiner, ça va se réaliser. On a connu des hommes politiques qui ont toujours dit, mais à un moment donné, qui nous ont dit,
les promesses électoraux, ou bien les promesses oui, électorales n'engagent que ceux qui y croient. Absolument. Avec celui-là, ce n'est pas le cas. Oui. Quand il dit, il s'arrange pour réaliser. Pour beaucoup, lorsque nous avons commencé par voir des maquettes, par voir comment les choses vont être transformées, comment le pays va être transformé, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Nous sommes aujourd'hui vers la fin. Et nous sommes en train de voir que ce qu'on nous a miroité, ce qu'on nous avait montré, beaucoup de choses ont été réalisées. Ce qui n'a pas été réalisé, à un moment donné, il sort pour dire « je ne le ferai plus, je préfère faire autre chose ». Et c'est ce que ça doit être pour un homme politique. Et j'étais en train de causer avec quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'école, hein, qui dit « Ah, notre président que nous avons ici, c'est comme ça qu'on doit avoir un président. » Je dis « Comment ?» Il dit « Quand il dit « je vais te faire du mal, si tu vas courir, il faut courir. Il faut savoir qu'il va te faire du mal. » S'il dit « je ne veux pas ça là, ne fais pas. Si tu le fais, il faut t'attendre à une sanction. » Oui. Il dit, quand il dit, je vais te faire du bien, tu peux être dans le trou. Il dit, tu peux oublier, le bien là viendra te voir là où tu es. Il dit, moi je suis vieux, j'ai connu beaucoup, depuis Maga jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un comme ça. Il dit, en plus de ça, on a un chef de l'État courageux. On peut tout dire, s'il veut faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Il dit, c'est ça. C'est vrai que nous tous, nous n'avons pas cette carrure, nous n'avons pas cette mentalité, nous n'avons pas cette vision, mais on doit tendre vers. Merci beaucoup pour tout ce qui se fait. Et je tiens aussi à vous remercier, le groupe de presse d'Abaro, pour tout ce que vous faites. Vous avez initié cela, beaucoup n'y pensaient pas, beaucoup n'y croyaient pas. Vous avez commencé avec quelques communes. Aujourd'hui, vous parcourez les 77 communes. Dieu seul sait là où vous trouvez les moyens pour le faire. Mais je sais que la volonté y est et vous vous êtes engagé à le faire. Courage à vous, merci. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Et que ce groupe de presse continue par grandir. Merci. Vous avez commencé petitement, on vous a vu. Aujourd'hui, vous êtes en train de grandir. Nous voulons vous voir loin. Mais priez. Amen. Priez que nous soyons quelque part où nous allons vous faire encore plus grandir. Inch'Allah, Inch'Allah, vous y serez. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est avec cette note d'espoir, cette note de vœu pour le groupe de presse d'Abaro que s'achève cet entretien avec le maire Innocent Zimé Chabi de la commune de Parakou. Nous avons parlé des actions qu'il a menées, un bilan très long qu'on n'a pas pu d'ailleurs aborder de façon exhaustive. Nous avons également parlé des actions du gouvernement à Parakou. Nous avons parlé de la thématique de cette édition de Bénin d'Abaro Tour. Vous avez entendu les besoins des populations pour l'avenir, des populations de Parakou. Merci de nous avoir suivis. Bénin d'Abaro Tour, 5e édition. À la prochaine. Au revoir.